Bonjour messieurs. Bonjour. Alors nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui pour ce tout nouveau format Jeunes Marines qui a pour but d'opposer vos points de vue sur un sujet commun qui est la formation des officiers dispensés à l'ENSM. Alors aujourd'hui, nous concrétisons une rencontre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, et qui méritait une rencontre physique plutôt que par interposition de petits messages. Alors nous ne sommes pas là du tout en passéiste pour constater que c'était mieux avant ou pour démontrer que le modèle est la seule et unique voie. Mais plutôt pour expliquer certaines orientations et échanger entre professionnels embarqués et administration de l'ENSM. Alors nous recevons aujourd'hui Guillaume Broussel, qui est chef mécanicien embarqué sur des navires au transmanche, qui est C1NM de promotion 1996 de Marseille, et François Lambert, le directeur général de l'ENSM depuis la rentrée dernière. Alors, afin de pouvoir vous laisser le plus de latitude quant à vos propos, nous vous proposons de débattre selon plusieurs thèmes et ou problématiques, et vous y répondrez chacun à votre tour. Ok ? Alors, quand nous parlons de l'ENSM, beaucoup d'entre nous ont un petit peu la larme à l'œil en pensant à nos propres années, à l'ENMM, et d'un passé que nous avons formidablement bien vécu. Alors pour autant, ce passé a dû se réformer sous la forme de l'ENSM. Le projet initial était de maintenir 2 sites et une direction générale, afin de garantir des moyens et de faire évoluer les formations vers le grade d'ingénieur. Alors, Guillaume, rebonjour. Tout d'abord, merci de nous avoir rejoints. Peux-tu nous expliquer la problématique générale que tu retiens sur ce modèle de l'ENSM? Oui, alors tout d'abord, moi j'aimerais juste faire un petit point. Moi je suis là sans étiquette, ni syndicale, ni associatif, ni rien. Je suis là en tant que navigant et en tant que convaincu de la marine marchande. Voilà. Très bien. Alors, en fin de compte, tu disais nos belles années. Alors, je sais pas si on peut dire belles années ou pas belles années, mais en fin de compte, je reviendrai quand même un tout petit peu là-dessus. Quand on était dans les années début 2000, en fin de compte, déjà, on entendait parler dans les hydros du fait d'avoir 2 sites. Voilà. Alors, moi, comme beaucoup, on trouvait que c'était une très bonne idée. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, parce que tout d'abord, les sites commençaient à être obsolètes, faut pas se cacher. Marseille, il y avait des endroits, ça devenait lugubre, ça devenait quand même pas terrible. Les salles de classe, c'était le début 2000, on peut dire ce qu'on veut, mais c'était le début de l'informatique. Des vidéoprojecteurs, ça devenait déjà compliqué d'avoir les prises et choses comme ça. En plus, il est vrai que à l'époque, les pomos étaient 90, donc on était 30 en première année, 30 en deuxième année, donc on se retrouvait dans Marseille, qui est un bâtiment qui est énorme, où on était 120, parce qu'on n'était que 120. Donc quand l'idée est arrivée, où on a entendu parler de l'administration de nous dire qu'il y aurait peut-être que 2 sites, c'est vrai que par exemple les Bretons, ou les gens qui avaient fait Nantes, ou même ceux qui avaient fait Marseille, il y a un moment tu dis mince, c'est con quand même de perdre cette école et tout. Mais d'un autre côté, il y avait cette mutualisation, et nous, on voyait cette mutualisation en bien. Pour l'école, on s'est dit, on va avoir des bâtiments neufs, peut-être, pour aussi les TP, parce qu'on est beaucoup, et je pense que les anciens s'en souviendront, à râler, parce qu'on était à faire du Laurent, du Gogno, qu'on faisait des démarrages par réactif. Enfin, voilà, c'était complètement obsolète à l'époque. Et en fin de compte, ce qu'on espérait, c'est qu'en ayant 2 sites, eh bien, on puisse mutualiser les moyens et en fin de compte avoir des intervenants, chose qu'on avait rarement à l'école, voilà, alors qu'on aurait bien aimé avoir des intervenants du Lloyd ou des intervenants de Alpha Laval, des choses comme ça, d'avoir des moyens pour les salles de TP et après aussi d'avoir, entre guillemets, ces bâtiments neufs, peut-être moins grands, peut-être, et de mutualiser. Alors c'est vrai que les Bretons râlaient un peu, les Nantais râlaient un peu, mais à un moment, faut aussi faire un choix. Et moi, je pense qu'il est plus important de faire un choix sur le bien-être des élèves que sur des volontés politiques ou des volontés territoriales. Et ça, moi, c'est mon point de vue. D'accord. Après, en fin de compte, la genèse a commencé de cette modification des NSM, vous direz si je me trompe, mais vers 2006.
Voilà, c'est en 2006 où les premiers rapports ont commencé à apparaître, où justement il y a eu ces premiers rapports aussi européens sur les écoles supérieures. On a commencé à dire que les écoles supérieures devaient justement mutualiser, devaient se regrouper. On a commencé à entendre parler des clusters, voilà, chose qu'avant on n'entendait pas parler. Et nous, ouais. Après, il y avait autre chose pour les clusters. Et en fin de compte, là où aussi nous on trouvait intéressant, puisqu'on nous l'avait vendu entre guillemets un peu comme ça, c'était de faire un pôle maritime. Qu'est-ce que j'entends par pôle maritime? C'était certains d'entre nous, on avait la vision des États-Unis avec Kings Point, voilà. Ou Kings Point, en fin de compte, ils sont tous rassemblés dans l'école. Ça veut dire que les Coast Guard, bon, chez nous ça n'existe pas, nous on aime bien diviser pour, je sais pas pourquoi, mais donc on a les douanes, la gendarmerie, les affaires maritimes, et tout ça à Kings Point, c'est au même endroit, ainsi que les navigants, ainsi que les affaires maritimes, ainsi que les militaires, ainsi que le paramaritime. Et nous, en fin de compte, on pensait plus cette vision-là quand on nous a parlé de l'école supérieure. On s'était dit, ça y est, ils vont faire un pôle où on va rassembler. Et c'est là où je pense qu'il y a eu beaucoup de déçus, puisque on pensait qu'il y aurait eu une école de navigants, enfin une formation de navigants, mais son entité navigant, une formation de paramaritime, une formation, par exemple, affaires maritimes. Mais tout ça sur le même modèle, d'un modèle moderne. Voilà, ou justement des intervenants architectes navals, par exemple, les mecs qui nous faisaient, par exemple, les stats auraient pu être les archives navals, les mecs qui nous faisaient, par exemple, l'anglais technique ou l'anglais de construction qu'on avait à l'époque, étaient des archives navals. Ou inversement, les profs, par exemple, des affaires maritimes, seraient venus nous faire toutes les formations de Montégobé, et j'en passe, il est meilleur. Et c'était un peu, je veux dire, cette utopie-là, parce que, en fin de compte, à partir de 2010, quand est apparu les prémices de l'ENSM, là, ça n'a pas du tout été ça. Et c'est là où, en fin de compte, je pense que c'est pour ça aussi, aujourd'hui, j'ai accepté d'être là, c'est que nous, à partir de ce moment-là, on naviguait, voilà, et que les échos qu'on avait venaient des élèves, ou alors en fin de compte, de courriers qu'on voyait passer, ou de jeunes marines qui, elles, faisaient dans Jeunes Marines le journal à l'époque. Et en fin de compte, c'est ce qu'imaginait, c'est qu'on n'était pas au courant de ce qui se passait, mais on avait beaucoup de retours négatifs. Et moi, moi, cette école, eh ben, je l'aime. Pourquoi? Parce que c'est elle qui m'a formé, c'est elle qui a fait que je suis devenu marin. Et puis à l'époque, on peut dire ce qu'on veut, mais il y avait ce petit truc à l'école qui, cette solidarité, ce fait d'être, ce corporatisme, famille, j'aime pas ça. Mais il y avait cet esprit marin, puis on apprenait le métier, on apprenait les termes, on apprenait parce que on a notre langage, on a notre façon de vivre, on a des choses, par exemple, un peu mystiques qu'on n'aime pas, genre des animaux à grandes oreilles. La première fois qu'on vous dit ça, t'arrives. Ouais, toutes ces choses-là qui sont un peu dans le mysticisme, tout ça, mais qui font partie intégrante de notre du monde, du monde du navigant. Ok. Et en fin de compte, je pense que ça a été un peu le problème. Et par exemple, quand vous avez le rapport de la Cour des comptes qui tombe, que vous lisez ce rapport, mais là vous vous dites, ça y est, c'est la dernière série Netflix qui vient de sortir, dramatique, quoi. C'est juste comme ça, parce que je l'ai pas retenu, mais juste je vais sortir quelque chose, quelques sujets sur le rapport. C'est une réforme mal conduite, un processus inachevé, une orientation stratégique tardive, une crise de gouvernance, une crise financière, l'impasse du maintien des quotas, déficit d'attractivité, problème de... vous dites que... La liste est très longue. Vous dites, et c'est ça qui vous fait mal. Enfin, d'accord. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi d'être là et d'en parler, parce que je voulais aussi que l'administration, que le NSM puisse aussi nous dire, non, ok, il y a eu ça, mais maintenant, ça a évolué, maintenant on essaie d'avancer, et je voulais qu'on parle aux marins. Voilà. Exactement. Donc, pour résumer, des attentes très fortes courant des années 2000, avec, on nous a fait rêver, avec peut-être un modèle qui allait être modernisé, avec des moyens qui allaient être vraiment mis en avant pour pouvoir avoir une formation moderne, et une réalisation qui, peut-être qu'au cours des années, n'a pas su s'adapter à la réalité du terrain.
Ouais, je pense Alors, qu'il y a- François, est-ce que justement ce modèle il n'est pas sorti du chapeau? Hein, il y a certainement, ça a été dicté par des impératifs. Peux-tu nous expliquer un petit peu ces choix et pourquoi on en est arrivé là aujourd'hui? D'abord, merci d'avoir permis cette discussion plus que cette confrontation, puisque je suis persuadé, même si je suis un peu moins marin que les marins de la marine marchande, je viens des affaires maritimes, et je suis persuadé qu'on va s'entendre sur bon nombre des sujets que vous avez évoqués. Je vais peut-être revenir sur cette idée de série Netflix pour la Cour des comptes, parce que ça peut être intéressant, il faudra qu'on leur en parle. Le rôle de la Cour des comptes, c'est précisément d'alerter sur ce type de dérive. Et moi, j'ai un souvenir assez ému de recevoir ce rapport alors que j'étais conseiller du ministre des Transports, Frédéric Cuvillier, et que l'école dans laquelle on se trouve aujourd'hui, qui n'est pas l'école de Sainte-Adresse, mais qui est l'école du Havre, elle n'existe pas encore. Édouard Philippe avait été un des grands promoteurs du projet. À l'époque, il était député maire de la ville. À côté de ça, on avait Jean-Marc Ayrault qui était Premier ministre, qui est nantais, ça n'aurait échappé à personne. Le site Malouin qui avait posé un certain nombre de questions, et on avait Jean-Yves Le Drian qui défendait Mordicus la nécessité de préserver un site en Bretagne, et puis évidemment Marseille, avec la place des armateurs et le caractère très historique de ce site. Je pense que de ces contraintes-là, effectivement, ce sont des contraintes politiques et territoriales. Je crois qu'à l'époque, la décision qui a été prise est la bonne. Parce que ce qui fascinait tout le monde, c'était de savoir si on allait supprimer Nantes, Saint-Malo, ou rassembler tout le monde au Havre, et qu'en réalité, au bout de 10 ans, et c'est ce qu'on va essayer de continuer à travailler en perspective du prochain contrat d'objectifs et de performance, on a trouvé non pas une opposition entre ces différents sites, mais une complémentarité, avec des formations qui sont là aussi évolutives. Vous vouliez, je reviens en quelques mots sur ce que vous avez dit, vous vouliez plus de moyens, une formation mieux tournée vers l'opérationnel, le navigant, préserver un certain nombre de valeurs de la marine marchande, renforcer le sens marin chez des jeunes qui connaissent pas forcément, même s'ils sont pas là par hasard, on y reviendra tout à l'heure, je pense, qui connaissent pas forcément l'ensemble des enjeux maritimes et qui viennent acquérir ici une culture. Je crois qu'au bout d'une dizaine d'années, on est parvenu à faire ça. On a un premier cycle qui se fait à Marseille, avec un accueil dans ce bâtiment historique, qui n'est pas la Villa Balmer, qui a quand même quelques heures de vol et de navigation. Mais ce bâtiment est historique et accueille les jeunes. Ensuite, vous avez le passage au Havre pour le DESMM, qui se fait aujourd'hui sur un diplôme en 2 ans et demi, et qui est à mon avis trop complexe, qu'il faudra revoir. On a déjà parlé dans le cadre de l'atelier qui était animé par Émeric aux Assises. Et puis des formations complémentaires, un pôle machine très important donc à Saint-Malo, avec officiers monovalents. Je ne dis pas les officiers monovalents qui sont aussi formés au Havre, et enfin aussi d'ailleurs à Nantes maintenant, et le pôle ingénierie maritime, ingénieur en génie maritime de Nantes, qui est important. Moi, je trouve que ça, c'est une vraie complémentarité. Et on est en plus dans une phase qui est assez ascendante. Alors, est-ce que c'est maintenant, 10 ans après le rapport de la Cour des comptes, 12 ans après le rapport de la Cour des comptes, qu'on se retrouve avec une véritable possibilité de donner des moyens à cette ambition initiale? Peut-être. En tout cas, on va essayer de cultiver ça. On a 5 millions de plus pour la subvention pour le service public, une impérieuse nécessité de former plus de navigants pour sortir demain 2 fois plus d'officiers d'ici à 2027, selon le vœu du président de la République. Et puis un secteur qui est en croissance. Moi, je suis pas du tout inquiet pour l'emploi, pour les jeunes, et sur le long terme. C'est-à-dire que les crises qu'on a pu connaître dans une activité qui est particulièrement cyclique, ça m'inquiète finalement assez peu au regard du développement de la marine marchande sous toutes ses formes. Les entreprises de services maritimes, le développement, les dernières assises ont été les assises du dumping social, contre le dumping social. On voit qu'on veut préserver un certain niveau et un certain équilibre dans la marine marchande nationale. Et ça, je pense que l'école nationale supérieure maritime est prête à y parvenir et à rayonner encore mieux. Je termine en réponse à cette question sur ce point, parce que évidemment, on a un lien à renforcer avec le secteur privé, armatorial, avec des conditions à définir. On signe un partenariat avec Armateurs de France la semaine prochaine, et aussi avec l'ensemble de l'écosystème.
si vous vous baladez sur le Havre, il y a 10 ans, non seulement ce site n'était pas construit, mais en plus, tout ce qu'il y a autour, le réseau d'enseignement supérieur n'était pas construit. Sciences Po n'était pas construit, l'ISEL n'était pas construit. Tout ça, en fait, c'est la capacité de rayonnement, ça nous donne une perspective de capacité de rayonnement de l'ENSM par rapport à cette sphère. C'est vrai pour le Havre, ce sera vrai demain pour Saint-Malo et pour Nantes avec les 2 déménagements, et ce sera également vrai pour Marseille avec le projet Tangram, mais avec aussi d'autres projets à l'échelle de l'écosystème marseillais. Et moi, j'y vois une chance parce que demain, c'est autant de possibilités pour des jeunes de l'ENSM de s'investir dans des projets de recherche dans le cadre des différents pôles de compétitivité. C'est la possibilité de travailler en lien étroit avec Centrale sur des projets de recherche. C'est la possibilité de travailler avec le lycée maritime de Saint-Malo de manière beaucoup plus approfondie et de mutualiser des connaissances. Et donc la nostalgie et le caractère affectif qu'il y a derrière chez chaque officier de la marine marchande, et qui est sans doute une des difficultés les plus lourdes dans ma tâche, parce que quand on a ce côté affectif, le lien affectif, il est difficile de pouvoir donner des réponses absolument concrètes et homogènes. On essaye de le dépasser par ce caractère ensemblier qu'on provoque dans le cadre d'un document stratégique qui s'appelle le contrat d'objectifs et de performance et qui doit être le dénominateur commun pour l'ensemble des marins qui ont été formés et qui seront formés à l'ENSM. Merci François. Nous allons peut-être essayer de voir dans le détail quels sont les points qui pourraient poser problème ou qui pourraient être améliorés. Alors dans ce nouveau modèle, il a complètement transformé l'organisation administrative, mais également opérationnelle et estudiantine. Justement, tu l'expliquais, avec 2 sites, mais pas 2 sites comme avant où chaque élève pouvait suivre tout son cursus, mais une première partie à Marseille et ensuite au Havre. Alors, Guillaume, peux-tu nous dire un petit peu ce que tu en penses? Ouais, alors quand tu m'as présenté la question, au début, j'avoue que je me suis dit, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Moi, je suis, entre guillemets, ça fait quand même un moment que j'ai quitté l'école, ça fait un moment. Et après, j'ai quand même parlé avec les gars à bord, parce qu'on a quand même des jeunes chefs de car à bord, et je leur ai dit, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Donc, on a parlé ensemble, et en fin de compte, ce qui, eux, les dérange là-dedans, c'est déjà le 5 ans et demi. Là, le fait d'avoir ces 3 ans à Marseille, et ok, on est à Marseille pendant 3 ans, super, on prend son appart, pas de souci. Et là, d'un seul coup, hop, on vous bascule au Havre, à la rigueur, ok. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous bascule au Havre, vous arrivez, vous avez 2 ans et demi à faire. Sur ces 2 ans et demi, je crois qu'il y a 8 mois ou 10 mois de navigation. Vous arrivez en plus au mois de janvier. Donc, pour les élèves, c'est problématique. Il y a le fait de partir de Marseille et d'arriver au Havre. Je pense qu'ayant fait Marseille, on est mieux à Marseille, c'est une blague. Mais je pense que il y a le fait de déménager. Vous arrivez au mois de janvier, il faut trouver un logement. Je pense que trouver un logement étudiant au mois de janvier, vous restez là 2 mois, vous partez. Vous avez juste vu les professeurs, vous avez juste découvert l'école. Enfin, de ce côté-là, je pense que pour les élèves, c'est quand même compliqué. En plus, il y a ce fait des 5 ans et demi. Et ça, je pense que le fait d'avoir des ennemis comme ça peut être aussi dur pour les armements. Parce que les armements, ils ont quand même besoin de prendre des élèves. Il y a des périodes où c'est quand même compliqué de prendre des élèves. Peut-être moins au large. Moi, je connais moins le large, je l'ai fait un peu, mais ça fait longtemps que j'ai quitté le large. Mais par exemple, chez Brittany Ferry, nous, je sais que l'hiver, c'est les ATI. C'est ça, dans les entreprises saisonnières, c'est un peu plus compliqué d'embarquer à certaines périodes. Alors, effectivement, l'élève, il arrive, et puis il est là derrière. Mais non, c'est pas le but. Nous, notre but, c'est quand même de recevoir des élèves, de s'occuper d'eux, d'être avec eux, et de leur apporter quelque chose, de les faire progresser. Donc, il y a des moments où, voilà. Et ça, je pense que c'est aussi pas facile pour les armateurs. Oui. Je pense que c'est pas facile non plus pour les professeurs, parce que les professeurs voient arriver à Marseille, eux, ils ont leurs 3 premières années, mais ils font que les 3 premières années. Ils n'ont pas le fait de faire la 4 et la 5. Quand les profs qui sont là voient les élèves arriver, les voient repartir, il n'y a pas ce lien, je dirais, qui va se créer forcément. Tout à fait. Voilà, je pense qu'après peut-être. Et après aussi pour les professeurs, je pense que c'est pas évident. Je sais pas s'il y a un pôle, je sais pas, mais par exemple de cours. Mais moi, les jeunes m'ont dit, par exemple,
qu'ils avaient certains cours qu'ils avaient fait en 3e année, et c'était bis repetita quand ils arrivaient au Havre. Et ça, je pense que ça, c'est dommage. Voilà, qu'il n'y ait pas surtout aujourd'hui avec l'informatique, une meilleure coordination. Voilà. Après, l'autre souci aussi, c'est que le fait d'avoir des profs qui font 3 ans des matières spécifiques 3 ans et d'autres profs qui font pendant 2 ans, c'est qu'il n'y a pas ce moyen de pouvoir interchanger de sites. C'est ça. Quand on était à l'école, nous, c'est vrai qu'on avait nos collègues qui étaient à Marseille. Il y avait peut-être aussi des fois des échanges de cours, de polycopiés. Et il y avait peut-être effectivement une obligation de s'entendre, de s'harmoniser sur la manière de l'enseigner, sur les objectifs. Mais moi, c'est plus... On essaie de la préserver. Le but de l'école, justement, ici, c'est d'homogénéiser le savoir. Ouais. Après, il y a des profs avec des approches différentes. Moi, je ne me mêle pas de la sphère pédagogique. Parce que notre responsabilité au sein de l'école, c'est de faire respecter, d'une part, le STCW 95 qui vous permet de naviguer, donc de faire former des navigants par des navigants sur un certain nombre de matières, et d'autre part, la commission d'éthique de l'ingénieur. Moi, pour répondre à ça, pour aller dans votre sens, je suis d'accord, c'est un diplôme qui est illisible. C'est-à-dire 2 ans et demi passé au Havre entrecoupé d'embarquement, c'est un diplôme qui est illisible. C'est pratique pour personne. J'ai rien à ajouter par rapport à ce que vous avez dit. Donc, nous, sur eux, c'est arrivé à le réformer, peut-être repasser sur ce qui s'est fait auparavant. C'est vrai que cette nostalgie qu'on peut avoir de la 4e année qui était embarquée, moi, me parle. Je pense que c'est un passage. Et les redondances dont vous parlez entre les savoirs théoriques, je veux dire que j'ai pas fait l'école nationale de la marine marchande ni le NSM aujourd'hui, mais c'est des choses qu'on voit dans toutes les formations. C'est-à-dire que je pense que justement, ce qui différencie l'élève de l'élève officier, celui qui a fait des temps de navigation, c'est sa pratique, son expérience, et qu'il est capable de dire le cours que j'ai eu en 3e année, en 4e année, c'est un peu ou en 5e année, c'est un peu la même chose, c'est pas tout à fait normal. Et là, oui, on arrive sur la confrontation entre l'élève et le maître. Enfin, je vais pas revenir sur Voltaire, mais c'est très important. Je pense que c'est ce qu'on attend dans une école, c'est la capacité à challenger le professeur quand on est élève, c'est la capacité à transmettre d'une autre manière. C'est ce qu'attendent aujourd'hui, je crois, les membres du corps professoral comme de l'équipe de soutien, l'équipe de direction. On veut permettre cette confrontation-là. Alors, est-ce que ça se faisait mieux sur le 1 à 5 ans sur une unité de site? J'en suis pas persuadé, je suis tout à fait prêt à l'entendre par rapport à ce qui sortira de ce groupe de travail qu'on est en train de lancer. J'en suis pas persuadé parce que d'abord effectivement les rapports des années 2000 montrent qu'il y a au contraire, c'est maintenant rare d'avoir une formation à un seul endroit. Vous prenez les arts et métiers, vous prenez d'autres types d'écoles en Europe, c'est plutôt bien d'ailleurs cette complémentarité. Ce qui n'empêche qu'on ait à créer des solidarités entre l'interne de l'école, entre les 1ère et 5e années, les 2e et les 3e, et créer des systèmes de tutorat, des choses comme ça, moi je suis très favorable. J'ai encore vu le Bural tout à l'heure. Je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font, se mêler d'autres types de formations, d'être en lien, pas uniquement avec leur parcours propre, parce que on s'enrichit de ce type de lien, et avec l'extérieur. Et avec l'extérieur pour continuer à motiver. Quelqu'un qui a une difficulté en thermodynamique au cours de sa scolarité, qui ne soit pas complètement abattu par cette difficulté et qui se dise, ok, si Guillaume lui-même a eu des difficultés en thermo et que finalement il est devenu chef mécanicien, c'est que je vais y arriver, hein, et puis et ça, ce savoir-là, en fait, on peut le partager quand on est dans une école assez classique. Quand on a fait un institut d'études politiques, on passe un coup de fil à quelqu'un qui est dans l'administration, il y a 6 millions de fonctionnaires, bon, c'est facile de savoir si on peut se confronter à un problème de droit administratif. Un peu plus difficile quand on est face à un problème plus opérationnel, savoir quelle place a la thermo dans votre vie, et quelle place a demain un savoir fondamental lié à une nouvelle technologie. Et ça, c'est ce qu'on doit pouvoir permettre, ce type de solidarité. Donc moi, je suis pas persuadé que la nostalgie du diplôme sur tout un cursus qui était marseillais, qui était nantais, qui était vrai, est absolument opportune. De travail nous le dira. En revanche, je plaide pour la complémentarité à l'échelle des parcours et des personnes. Et il y a aussi un truc qu'il ne faut pas oublier, on en a parlé tout à l'heure, c'est qu'à l'époque, on faisait nos 3 ans, on sortait avec un diplôme d'élève officier, on faisait, pour certains, 2 ans, parce qu'en gros, à l'époque, il y avait le service militaire pour certains, les temps d'élève, les temps d'embarquement, il nous fallait 3 mois d'officier machine, 3 mois d'officier pont. Et certains, eux, continuaient.
Ça veut dire qu'on avait des gars qui revenaient au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et ça, je pense que ça, par contre, ça veut dire qu'on arrivait à une 5e année qui était plus une année professionnelle, voilà, avec des gars qui étaient déjà bien dans le métier. Et ça avait quand même une valeur ajoutée aussi bien pour les élèves qui, eux, par exemple, avaient fait qu'1 an ou 2 ans de nappe, mais aussi pour les professeurs. Parce que vous avez en face de vous des gars qui osent dire, bah non, vous savez, là maintenant, on fait plus comme ça. Et je pense que ça a tendance à monter tout le monde d'un coup. Voilà. Alors, c'est très pertinent ce que tu dis, parce qu'en fait, de notre temps, quand on avait notre DESMM et qu'on avait validé les temps de navigation, on arrivait au C1NM. Ce C1NM était l'équivalent et reconnu comme un niveau d'ingénieur. Et aujourd'hui, l'école pratique la diplomation directement au niveau ingénieur. Alors, c'est justement une évolution entre l'ENMM et l'ENSM. Que penses-tu de cette nouvelle diplomation? Alors, pour moi, en fin de compte, moi personnellement, je trouve qu'il n'y avait pas besoin. Alors ça, c'est mon avis. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, on était, comme tu le dis, à partir du moment où on naviguait, à partir du moment où on devenait C1, on était ingénieur. Et ingénieur de niveau 1-2. C'est quand même un ingénieur de niveau 1-2, c'est exactement pareil que les arts et métiers. Le truc, c'est, à la rigueur, à l'époque déjà, on en parlait de ce truc d'ingénieur. Mais nous, on avait pensé qu'en fin de compte, on aurait gardé la filière navigant, si tu veux, avec justement au bout de tant de temps de navigation, l'obtention du diplôme d'ingénieur, et une filière paramaritime, où là, effectivement, il y a besoin d'être ingénieur. Tu peux pas faire une filière paramaritime et d'un seul coup te retrouver comme ça dans le milieu industriel ou le milieu du shipping sans avoir, je dirais, un papier qui te justifie de ton niveau. Voilà. Et l'autre truc qui m'a gêné, c'est le fait qu'on a voulu, moi c'est mon avis, à l'époque il y a dans les facs, dans les grandes écoles de commerce et aussi les écoles d'ingénieurs, il y a le licence master oui. Qui est arrivé. Et l'hydro a pris ce truc de vouloir faire un peu comme les écoles de commerce et comme les écoles d'ingénieurs. Le seul souci, moi c'est mon point de vue, c'est que nous on n'est pas à bord. Alors certains vont dire oui mais bord, oui mais pour moi, parce que l'hydro elle forme des navigants et je veux que cette filière navigant existe. Et à bord on n'est pas la société qui est créée à bord, parce qu'on crée une petite société pour qu'on puisse s'entendre, elle n'est pas comme à terre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est que nous, on n'a pas, par exemple, nous on a la maestrance et les officiers. On n'est pas comme dans une industrie à terre où il y a les ouvriers, les techniciens sup, les cadres sup. Et c'est quand on prend cette évolution dans l'industrie, c'est exactement ce qu'on retrouve. On va retrouver les bacs pro, on va retrouver les IUT et on va retrouver les ingénieurs. Voilà, avec des passerelles et des choses comme ça. Mais nous, en fin de compte, on a justement ce qu'il y a entre les deux, ce qui est les IUT, qui n'existe pas. Voilà. Oui, donc en fait, tu nous expliques peut-être une standardisation sur un modèle qui n'était pas forcément pertinent à tes yeux par rapport à une évolution pour l'ENSEM. Et après, l'autre chose que j'aimerais dire, c'est que moi, personnellement, pour moi, je suis pas un ingénieur. Moi, je suis un technicien supérieur. Je fais marcher des machines, je gère des avaries, mais je ne crée rien. Voilà. Alors justement, c'est très bien parce que la formation, elle va peut-être devoir évoluer également pour amener à un niveau peut-être supérieur. C'est vrai que beaucoup comme toi disent qu'ils ne sont pas forcément ingénieurs dans le sens où ils ont une technicité très pointue sur certains domaines, mais sur une multitude de domaines. Et c'est cette multitude de domaines qui donnerait le niveau d'ingénieur. Alors François, est-ce qu'il y a une montée en compétences qui nécessiterait justement de pérenniser ce diplôme d'ingénieur ou quel est le... Ce serait très présomptueux de dire à une génération d'écart qu'il y ait une montée en compétences, et je trouve que l'humilité de Guillaume est forte, mais je ne suis pas un ingénieur, c'est au regard de votre carrière et de ce que vous avez été capable de créer à partir de situations, ça me paraît à relativiser. Pour autant, je vais revenir sur la notion de diplôme.
faire le parallèle avec l'État. Dans les services de l'État, à un moment, et la fonction publique en général, c'est vrai aussi et surtout sur la fonction publique territoriale, on a distingué les ingénieurs de la filière administrative. En disant, tout ce qui est finalement technique, ce sont des ingénieurs, techniciens supérieurs, et la filière technique, et puis il y a la filière administrative. Cette dichotomie, pour reprendre le terme que j'ai utilisé l'autre jour, elle me paraît là aussi un peu surannée, quoi. C'est-à-dire que en réalité, il y a une perméabilité qui est permanente. C'est-à-dire que un officier de la marine marchande a une dimension ingénierie forte par sa compétence, son goût pour la technique, et en même temps, il a aussi un rôle plus d'officier de commandement, de management. Ça, je pense que c'est ce qui fait la caractéristique de l'officier de la marine marchande aujourd'hui. Alors, dans les années 2000, au moment où on bloquait ces regroupements, la justification, je pense qu'elle c'est aussi faite là-dessus, sur la possibilité de devenir ingénieur pour ces élèves formés dans les ENMM, dans une nouvelle école rassemblée, ENSM, et c'est l'obtention du titre d'ingénieur qui est intervenu en 2011. Alors, la question qui m'est posée, Émeric, que tu me demandes, c'est est-ce que tu vas le remettre en cause? Moi, je ne remets rien en cause. Ma prédécesseur et toute l'équipe ici ont permis l'obtention une nouvelle fois du titre d'ingénieur en 2021, et c'est une bonne chose. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'est quand même un gros travail de la part des équipes. L'équipe s'est étoffée à la direction des études pour faire ça. On ne va pas revenir sur cette possibilité. En revanche, je laisserai évidemment la responsabilité au membre du conseil d'administration, c'est pas à moi d'en décider, de savoir si dans le cadre du prochain contrat d'objectif et de performance, il faut le préserver. Et je dirais, ce que vous avez dit me fait finalement penser au titre de l'école. On est dans une école qui est une école nationale, donc la seule école supérieure maritime. Et donc, on a différents types de parcours. Le parcours d'ingénieur en génie maritime à Nantes est très valorisé. Et finalement, ces différents types de formations qu'on consolide à l'échelle d'un grand ensemble, et ça peut donner des orientations nouvelles dans le cadre du contrat d'objectif et de performance, avec ce chaînon un peu manquant que vous évoquez. Alors, niveau IUT, c'est plutôt... On recrute à Nantes, après des IUT ou des DUT maintenant, avec une licence en sciences nautiques, et ensuite on les forme pendant 2 ans pour être ingénieur en génie maritime, une nouvelle fois formation très valorisée. Et qu'est-ce qu'on fait après de la compétence technique de l'officier de la marine marchande qu'on forme sur le DESC? C'est une question qui se pose, qui se posera pour le conseil d'administration, et dont moi je souhaite sortir pour le meilleur, c'est-à-dire qu'on ne revienne pas sur ce débat à chaque fois. Et je termine en citant un officier de la marine marchande qui dirige une compagnie maritime aujourd'hui, Guillaume Didil, qui me disait, tu sais, nous, le diplôme d'ingénieur, ça ne nous sert pas à grand-chose, parce que ce qu'on va chercher, c'est plutôt des compétences, des brouillardises, et moi je fais confiance à un hydro qui a plus envie de naviguer pour venir dans l'entreprise, précisément parce que c'est un hydro et parce que je sais qu'il est capable de s'adapter à plein de choses. Rien que ce sentiment-là, il me conforte dans l'idée que la professionnalisation autour de la notion d'ingénieur, du diplôme d'ingénieur, est une mauvaise idée. Donc il faut trouver d'autres bonnes idées pour préserver ce diplôme. Et ça, ce sera le travail à mener dans le cadre du contrat d'objectif et de performance, non pas pour supprimer ce diplôme, parce qu'il n'en est pas question à ce stade, mais pour faire en sorte que on arrive à la quadrature du cercle entre la préservation de cette capacité, cette débrouillardise, cet acquis, de cette compétence de marin, la possibilité d'être tourné vers le monde, et c'était ta question initiale, avec une ingénierie qui se développe, quand on parle d'hydrogène poudreux, ou même aujourd'hui de GNL, avec c'est compliqué, c'est par rapport au référentiel qui est donné aujourd'hui, la réponse sur la compétence et la montée en compétence, je suis désolé de le dire, mais non, je vois pas comment on est monté en compétence là-dessus. Et c'est justement l'objet. Il faut qu'on adapte ces référentiels pour rendre les élèves et les profs et l'école, de fait, beaucoup plus fortes et beaucoup plus à même d'affronter ces défis technologiques. C'est vrai aussi sur l'automatisation des navires. Et puis à côté de ça, préserver les parcours qui font notre fierté aujourd'hui, je dois le dire, d'ingénieur en génie maritime, à un taux d'employabilité de 100%, pour un master qui est quand même jeune, et qui est consubstantiel à cette école nationale supérieure maritime qui n'est pas exactement dans le format qui était le NMM, qui étaient les ENMM à l'époque. Alors demain, oui. 2 points, Émeric, Oui. juste comme ça vite fait, je vais revenir dessus.
y a quand même un souci, et ça, on en a parlé tout à l'heure, il faudra quand même, je pense que l'école s'y attelle, c'est le fait de recevoir à bord des élèves qui, pour eux, sont ingénieurs et qui, alors, n'en ont mais absolument rien à faire de naviguer, quoi. Parce que nous, c'est une perte de temps. Deux, je suis désolé, s'il veut faire ingénieur pur et pas navigant, il fait pas, en fin de compte, le cursus navigant-ingénieur. Et c'est là le problème. Et c'est pour ça que chez nous, navigants, il y en a beaucoup qui sont opposés. C'est pas par dichotomie, ni parce que c'est ingénieur. C'est pas du tout ça. C'est le fait qu'en fin de compte, on se retrouve avec des gamins qui, pour eux, dans leur tête, sont venus là pour être ingénieurs, mais pas navigants. Et nous, ce qu'on aimerait, en fin de compte, c'est en fin de compte les gamins qu'on a à bord, que ça soit des gamins qui aient envie de naviguer et avant d'être ingénieurs. Voilà. Tout à fait. Et je pense que là-dessus, il y a un travail à faire. Oui, mais alors, en fait, pour résumer un peu les échanges, c'est que au-delà de peut-être une demande ou une nécessité de supprimer ce diplôme d'ingénieur, ce qui n'est pas forcément la demande, puisqu'en fait, même si tu ne te ressens pas aujourd'hui toi ingénieur, les gens en général s'accordent quand même à dire que la multiplicité des capacités et des savoirs qu'on a à l'hydro est quand même de l'ordre du niveau de l'ingénieur. S'il fallait le mettre à un niveau, ce niveau-là est pertinent. Sauf que aujourd'hui, il y a également un autre sujet qui est, par exemple, la manière dont on arrive à cette formation. Précédemment, on était sur un concours, on s'est ouvert, enfin, l'école s'est ouverte via la plateforme nationale Parcoursup, qui, sur le fond, quand ça a été mis en place, on s'est dit, c'est vraiment intéressant parce que ça va vraiment ouvrir et peut-être proposer à des gens qui n'y auraient pas forcément pensé ou peut-être déclencher des envies. Et aujourd'hui, on se rend peut-être un petit peu compte que, comme ce que tu dis, il y a des personnes qui se sont inscrites sur cette formation plus pour la diplomation d'ingénieur que pour devenir navigant. Alors, comme disait également Guillaume Vidil, le but aujourd'hui, et ce qui sclérose un petit peu peut-être l'ensemble du problème, c'est que les armements et les armateurs ont besoin de navigants, ont besoin de gens qui veulent naviguer et qui souhaitent naviguer longtemps, pas juste pour valider un diplôme d'ingénieur. Alors, est-ce que cette nouvelle manière de rentrer à l'école incite les gens à partir en ingénieur? Qu'est-ce que tu en penses, Guillaume? Alors, tu parles de Parcoursup. De Parcoursup, tout à fait. Alors, moi, je vais être clair. Parcoursup, quand tu m'as posé la question Parcoursup, je me suis dit, moi, j'y connais rien, Parcoursup. Je vais parler d'un truc, en fin de compte, où j'entends les médias parler. Et ça m'intéressait pas du tout. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé des copains qui, malheureusement, ont des filles, donc, qui avaient pas choisi de faire marine marchande. Mais je leur ai dit, qu'est-ce que tu penses, toi? Je reviendrai. Oui, on va y revenir après. Mais c'est là qu'ils n'ont pas choisi. Pourtant, les papas sont des pilotes et puis pour d'autres navigants. Ils choisiront encore plus. Et en fin de compte, mon pote m'a dit, mais non, Guillaume, t'as tort. Parcoursup, ça peut être bien pour l'hydro. Et ah bon, et je lui dis, et pourquoi? Ben, il me dit, moi, je vais te donner un exemple. Ma fille a voulu faire l'école du Louvre. Voilà. Une belle école. Voilà. Et il me dit, l'école du Louvre, tu rentres toutes les notes. Voilà, ce qui est pour Parcoursup, d'après ce que j'ai compris. Voilà, seconde, première, terminée. Après, il me dit, tu fais une lettre de motivation. Donc, lettre de motivation. Après, tu présentes, parce que la plupart du temps, les gamins qui ont fait ça, ce qu'ils m'expliquaient, ont fait une option art ou chose comme ça. Donc, tu présentes tes dessins. Tu présentes les différents, en fin de compte, books que tu as fait. Voilà. Donc là, je lui dis, c'est bien, donc elle a été prise. Ah non. Là, elle a eu le droit de passer le concours. Donc là, concours. Et après, entretien. Et je pense qu'en fin de compte, moi, c'est pas contre Parcoursup que j'ai quelque chose. Je pense que Parcoursup, c'est bien. Je pense que par contre, c'est peut-être notre façon de recruter, notre façon votre façon ou notre façon, voilà, de choisir, qu'il faut peut-être changer. Et peut-être que justement, faut aller regarder dans les lettres de motivation. Peut-être qu'il faut regarder dans ces entretiens pour justement avoir des jeunes qu'on va recruter, pas justement pour faire ingénieur, mais pour ceux qui choisissent la branche, je parle bien que de la branche navigant-ingénieur, pas des branches paramaritimes, et choisir sur lettre de motivation
Peut-être qu'il faut remettre aussi un petit concours, voilà, pour aussi avoir une... Voilà. Ouais, enfin, moi je suis assez en ligne avec vous sur la notion de Parcoursup. Hein. Parcoursup, c'est comme la mondialisation, ça s'impose à nous. Hein. Moi, je peux faire ce que je veux. Parcoursup, je ne peux pas le remettre en cause du jour au lendemain. Il y a un moment, il faut être conscient de ses limites. Parcoursup a essuyé les plâtres, a fait couler énormément d'encre sur tout notre pays, dans tout notre pays, sur l'ensemble des formations. Et on est dans Parcoursup aujourd'hui. Et à côté de ça, je parlais du lien affectif, on me parle des classes de prépa, moi j'ai fait RIMA, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Bon, tout ça c'est très bien, il y avait un concours, c'est très bien. Parcoursup, la réalité c'est quoi? C'est que ça a amené 4 fois plus de candidats. Ça amène donc un vivier qui est plus intéressant. Comment je fais pour savoir si ces candidats sont vraiment motivés pour être marine marchande, puisque je parle bien de cette filière qu'on recrute à Parcoursup, et donc on ne recrute pas d'ingénieurs en génie maritime, puisque Parcoursup c'est uniquement juste après bac. Ingénieur en génie maritime c'est 4 et 5, c'est master. Donc sur Parcoursup, comment j'arrive sur des filières monovalentes ou polyvalentes, à les recruter? Mais effectivement, c'est le mode opératoire que j'ai décidé d'amplifier dans le cadre du conseil des études, c'est responsabiliser un petit peu plus cette population. Alors, je vois une jeunesse très impliquée, très ambitieuse, sur beaucoup de convictions, qui veut aller plus vite, sur le changement climatique. Très bien. Aucun problème avec ça, et je suis même, ça me fait me sentir vieux, ce que j'ai dit aux jeunes Marseillais quand je suis allé voir. Je trouve que, justement, il faut les responsabiliser. Tu as 17 ans, 18 ans, tu es en terminale, tu as décidé de trouver un métier dans lequel tu puisses t'épanouir. La marine marchande t'intéresse? Formidable. Écris-le-moi. Fais une lettre de motivation. Et dans ta lettre de motivation, qui sera pour la première étape de sélection, je vais voir si tu es vraiment motivé. Par évidemment, je connais les combines, j'ai été étudiant, il n'y a pas si longtemps que ça, une lettre de motivation, c'est pas forcément l'élève qui l'écrit, c'est peut-être aider. S'il se fait aider, c'est très bien. S'il se fait aider, c'est très bien. Et puis à l'oral, on verra quelle est la nature de sa motivation. Et puis on confrontera avec le dossier qu'il a eu et la capacité qu'il a à défendre son projet. Et responsabiliser cette génération pour savoir si elle est vraiment motivée, je pense que c'est une des clés. Alors, remettre un concours après ce niveau-là, le volume, sans doute, à ce stade, ne le justifie pas. Mais l'idée que vous me donnez là est pas si mauvaise que ça, sur ne serait-ce qu'un petit écrit thématique, qu'on devrait être capable de demander. Moi, un jeune qui sait pas vectoriser, ça m'inquiète. En revanche, quelqu'un qui connaît pas les règles de barre au bout de son premier trimestre à l'école, je pense que c'est à peu près normal. C'est-à-dire que l'école, en fait, elle est là pour ça, elle est là pour les former. Donc, il faut vérifier la capacité à générer des officiers par la vérification des savoirs fondamentaux, le dossier, la motivation. Et ça peut pas être, je mets en 1 ENSM pour être sûr d'avoir l'école du 12 en 2. Je plaisante. Mais je mets en 1 telle ou telle formation pour être sûr, parce que les petits calculs existent. Donc la motivation, et troisièmement, la capacité demain à se projeter dans ce monde-là, avec toutes ces contraintes, et avec une génération, on a de la chance d'être en face de cette génération-là, qui s'engage. J'étais avec Jean-Marc Jancovici hier soir pour le débat formidable. Je veux dire, cette prise de conscience qu'on a sur le changement climatique, sur l'incapacité qu'on a à préserver le monde tel qu'il est si on ne change pas nos habitudes, je crois que les jeunes aujourd'hui le comprennent beaucoup plus facilement. Charge à nous d'arriver à repérer ces jeunes-là et en faire un asset un actif pour la marine marchande. C'est ni plus ni moins que ça. Et donc on va s'employer à ça dans le cadre de ce recrutement avec en faisant de cette crise de Parcoursup une opportunité. Et en allant peut-être chercher plus loin, dans le cadre du contrat d'objectif et de performance, pourquoi pas rechercher des enjeux liés à la préparation marine marchande spécifique. Les RIMAins tels qu'ils existaient n'existent plus vraiment, et c'est bien dommage, sauf que voilà, Parcoursup est passé par là. Mais pourquoi pas aller générer des motivations dès le collège, dès le lycée, en seconde, en première, en terminale, faire des MOOC avec des jeunes qui souhaiteraient s'intéresser au sujet de la marine marchande. Et là, on le met dans le dossier. Ouais. Là, on le met dans le dossier. Moi, je mets dans mon dossier, j'ai 18 ans, je mets dans le dossier, j'ai fait tel type de formation, préparation spécifique à la marine marchande, et je mets en avant un projet qui est plus qu'un projet pédagogique, qui est plus qu'un projet d'enseignement, qui a de diplomation, qui est un projet professionnel. Oui, je pense que ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte
Et nous, c'est vraiment notre vouloir, navigants, c'est d'avoir des gamins qui ont envie de naviguer. Ça veut dire qui vraiment ont cette envie. Moi, quand je suis rentré dans l'école de marine marchande, c'était pas mon envie, c'était pas d'aller à terre. Mes potes qui sont à terre à l'heure actuelle, Yann, Guillaume, tout ça, qui ont fait des belles carrières, Michael, qui bossent au Lloyd, au chantier de l'Atlantique, qui bossent en HSQE maintenant. C'est des mecs qui, quand ils sont arrivés, ils se sont pas dit, moi, ce que je veux faire, c'est aller bosser à terre. On savait qu'on pouvait le faire, puisque on savait que notre diplôme, qui n'était pas un diplôme d'ingénieur, était reconnu, puisque des boîtes comme Amexpi, Spitrindel, à 75% dans ces boîtes-là, c'était des ingénieurs, des marines marchandes, voilà. Le reste, en phase 2, c'était des ingénieurs. Mais notre diplôme, il était reconnu. Pourquoi? Parce que on avait cette envie de naviguer, on partait naviguer, on avait acquis un savoir dans l'école, et après, on avait le faire à bord. Et donc, après, on avait cette force du savoir-faire. Voilà. Et ce qui est important, c'est ce savoir-faire. Et nous, là, à l'heure actuelle, ce qu'on a, les petits jeunes pour soi, c'est même les jeunes qui sont en 5e année, 4e et 5e année, c'est qu'ils ont le savoir, ça ils l'ont, mais le faire, ils l'ont pas. Et des fois, on a ce problème-là, ce petit décalage du faire, où ça a été un peu oublié. Par exemple, on en reparlait, le fait, on en a parlé avec Émeric, le fait où pendant nos étés, on naviguait. Voilà. Et ça, c'est des trucs. Je suis assez d'accord sur le constat que vous faites du décalage. Et j'invite, je me permets d'inviter, je suis entre ces deux générations-là. Je suis un peu plus jeune que vous et je suis un peu plus âgé, évidemment, que les élèves qui sont formés, qui sortent de 5e année. 5e année et demie. Mais je pense vraiment que l'apprendre à apprendre, learn to learn, est quelque chose qui doit exister chez nous à l'école, à l'ENSM, mais qui doit aussi exister chez les navigants. Il est évident que disons la patience qui va être celle du formateur en mer dans le cadre de différents stages des embarquements sera un peu plus limitée qu'elle ne l'était face à une génération précédente qui était peut-être un peu plus respectueuse de certaines choses. Par exemple, elle n'est pas sur le portable sur elle. Par exemple, son but c'était effectivement de naviguer parce qu'elle savait qu'il fallait naviguer, que c'était le but. Moi, je crois qu'il faut aussi arriver à comprendre une partie de ces générations avec ses contraintes, mais en les responsabilisant. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est le prérequis. Moi, je ne parle pas, je ne considère pas des gens qui ne sont pas responsables par rapport à une formation qu'ils les entreprennent. La formation supérieure en France, c'est une chance. C'est une chance, on est un grand pays de formation, hein, on a formé les plus grands, parmi les plus grands savants de la planète, c'est formidable. Le LSM fait partie de cet ensemble-là, ça nous donne un peu le vertige, mais c'est pas fait. Et simplement, on a la chance de pouvoir être formé en supérieur. Maintenant, il faut être responsable par rapport à ça, il faut savoir, il faut être conscient du savoir qu'on nous produit, et de cette chance. Mais, il y a aussi le learn to learn, et c'est pour ça qu'on développe, avec le LSM, et je tiens vraiment à le signaler, parce que c'est une chance là aussi, l'innovation pédagogique. C'est-à-dire qu'au sein du corps professoral, on apprend à former. Ils sont tous très bons et ils savent ce qu'ils ont à faire et je n'irai pas me mêler de leur cours. Simplement, il y a des méthodes différentes pour former une population un peu différente. Peut-être que chez les navigants aujourd'hui, pour accueillir ces élèves qui viendront officier ensuite, il faut aussi avoir cette capacité à mieux comprendre cette génération avec l'informatique, c'est une chose, mais avec aussi un savoir-être qui est un peu différent. Et j'ai vu la même situation sur des formations un peu inférieures en niveau et en durée, dans la construction navale, avec une inquiétude majeure, avec un déficit d'affection pour ce secteur, qui recrute autant, voire plus que le secteur de la marine marchande, mais qui en volume est plus important. Et ça, c'est une vraie inquiétude, parce que, on parlait de souveraineté tout à l'heure, on perd de la souveraineté de ce fait-là, et on ne sait pas capter cette jeunesse-là. Voilà, donc responsabilisation et apprendre à apprendre. Alors, vous parlez de donner envie. Quand nous, on était à l'école sur le modèle de l'ENMM, on avait un corps professoral qui avait navigué, qui était issu de la marine marchande, des fois marine nationale, et c'était un modèle qui aussi donnait envie, parce qu'on avait des gens en face de nous qui avaient une certaine expérience, qui pouvaient également adapter en fait le cours à une expérience à eux et peut-être l'illustrer. Ce corps professoral était nommé PEM, PEM ou PTEM, donc ce sont des professeurs d'enseignement maritime et techniques d'enseignement maritime. Ce corps professoral
a été abrogé. Donc, depuis quelques années, donc il est mort puisque les derniers sont partis à la retraite. Non. Ah, il y en a encore? Non, on a encore des PPEM, on a encore des PEM. D'accord. On n'en recrute plus. Oh non, c'est ça, on n'en recrute plus. Il y a une grosse, par exemple, quand moi je suis arrivé en 2000, il y a eu énormément de PEM qui ont été recrutés. Oui. Et je pense que ces profs-là que moi j'ai eus, c'était leurs premières années dans les années 2000. Ils sont encore là. Ils sont encore là. Mais donc du coup, est-ce que c'était une décision qu'il faudrait peut-être revoir ou essayer de s'adapter pour pouvoir permettre aux navigants de venir dispenser des cours ou On se le dit tout à l'heure, il y a un bon équilibre à trouver dans une école entre l'apport extérieur et le corps professoral. C'est clair. Je pense que tout le monde en est conscient. Il faut être conscient de la ponctualité de l'apport de tel ou tel savoir. On va pas trouver sur meilleur connaisseur, j'ai fait l'école des affaires maritimes, du contrôle des pêches que le bureau du contrôle des pêches. Voilà. Et donc il faut que le chef du bureau du contrôle des pêches vienne faire une formation aux jeunes administrateurs pour qu'ils comprennent ce que c'est que le contrôle des pêches. En revanche, on peut avoir quelqu'un qui, au quotidien, soit capable de dispenser ce savoir-là sur tel ou tel sujet technique, de mesure, de contrôle, et qu'on soit capable de le faire. Là, je suis désolé de cette allégorie, de cette comparaison, mais c'est un peu le système qu'on doit pouvoir trouver. Moi, je pense qu'un corps professoral, à défaut d'être complètement homogène, parce que le SM, c'est quand même des statuts très très différents. Hein. PTEM, professeur technique, qu'on ne recrute plus depuis le milieu des années 2000, PM qu'on a mis en extinction hein, par décision, voilà, qui ne sont plus recrutés non plus. Mais il y a toujours un inspecteur général de l'enseignement maritime qui joue un rôle de tutelle académique et qui le joue très bien puisqu'il a quand même permis à l'école de préserver son niveau suite à la crise de la diplomation et je pense qu'on le remerciera jamais assez. Ensuite, on a des détachés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, des ITPE, ingénieurs des travaux publics de l'État, c'est une nouveauté, peut-être d'ailleurs que c'est une des pistes. Et tout ça, ça manque d'homogénéité dans les statuts, mais il y en a en plus des contractuels qui arrivent à côté et le système de formateurs qui vient encore plus ponctuellement. Bon, tout ça, ça manque d'uniformité, ça manque d'homogénéité. Est-ce que la bonne solution, c'est de prendre tout le monde et de les mettre dans un corps unique? D'abord, c'est pas le sens de l'histoire, c'est pas exactement ce qui se passe aujourd'hui, et à l'échelle de l'école, ce serait trop petit, je pense, pour pouvoir l'envisager. En revanche, il faut l'homogénéité des savoirs. Ça, c'est l'administration de l'école qui en est en charge. Être capable de s'assurer qu'on a non pas le même cours qui est dispensé parce que les profs sont pas des machines et parce qu'il n'est pas question qu'ils le deviennent. En revanche, s'assurer que tel ou tel savoir fondamental dans le cadre de la convention dédiée est bien dispensé, c'est notre impératif. C'est-à-dire que je ne peux pas livrer un produit qui est l'élève officier qui sort de la marine marchande sans m'assurer que ces différentes formations sont faites. C'est tout le problème de la diplomation. Si on avait fait les 112 heures de Théo, on n'aurait pas eu ce problème-là. Alors, comment on y arrive? Est-ce que c'est un seul corps? Une nouvelle fois, je pense que c'est très compliqué à faire et je n'y crois pas. En revanche, il y a une homogénéité à structurer, à préserver à l'échelle d'une organisation et d'une chaîne pédagogique qu'on doit revoir. Et donc cette chaîne qui doit être revue, elle passe par l'adjoint pédagogique par site. C'est parmi les derniers PEM qui ont été recrutés, Cyril Delair. Cyril Delair, je pense qu'il est incontestable au plan de la pédagogie. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement l'école, qui connaît parfaitement les diplômes, et qui a d'ailleurs été bien utile dans la recomposition l'été dernier. Caroline Grégoire lui a demandé un rapport qui a été suivi des faits. Bon, cet adjoint pédagogique, ces adjoints pédagogiques, parce qu'il y en a 4, auprès des directeurs de site, 3 parce qu'il y a le nom à un autre est adjoint, il joue aussi ce rôle-là, doivent le garantir en lien avec la direction des études. Et à côté de ça, il y a des professeurs qui aujourd'hui sont élus par leurs pairs, qui sont des chefs de département. Et ces chefs de département sont chargés par département, par section, de coordonner les blocs des différentes unités d'enseignement. Rien que là, je pense que les gens qui me regardent m'ont perdu. Et vous-même, vous m'avez perdu. Je pense qu'il faut le rendre plus lisible, plus simple.
C'est-à-dire que quel type de matière, corpus fondamental, ça répond à la Convention internationale. On a une personne responsable par rapport à un texte qui doit appartenir à l'école. J'y reviendrai sans doute avec les professeurs sur ce qui est de l'appartenance des cours. Leurs cours leur appartiennent. Il y a un certain nombre de savoirs fondamentaux qui sont directement issus de la Convention internationale qui doivent appartenir à l'école. Parce que c'est l'homogénéité du savoir. Ça ne veut pas dire que c'est un truc très long à faire, mais je crois fondamentalement à ça. Je pense que c'est ce qui préserve notre unité. Donc il faut qu'on discute de tout ça avec le corps professoral et qu'on y arrive. Et il y a une refonte de la chaîne pédagogique à opérer avec une direction des études qui doit être en proximité de l'adjoint pédagogique, des départements et des différents professeurs responsables des unités d'enseignement. Alors, ce qui ressort aussi quand on discute avec des officiers, c'est que cette vision-là, elle est fait être effectivement très pertinente et totalement justifiée sur le corps professoral de l'école, mais quand on est en train de naviguer et qu'on voit le problème global et qu'au bout de peut-être une douzaine d'années, on stagne dans sa fonction embarquée et on se dit, bah tiens, j'aurais peut-être besoin soit d'une petite pause, soit j'arrête complètement, je veux même me reclasser à terre. Là, on va diffuser prochainement un portrait d'une personne qui s'est reclassée à terre, mais dans une compagnie maritime, pour pouvoir justement revenir, se laisser la possibilité de renaviguer ensuite. Est-ce que justement, on n'aurait pas intérêt ou on ne serait pas gagnant à essayer de valoriser ce retour comme professeur qui pourrait être, je sais pas, financé soit par les armateurs, soit sur un régime social et sous régime minime, sans perdre ses brevets, qui pourrait peut-être effectivement amener de l'illustration et une expérience aux élèves, et qui pourrait avoir le double effet de ne pas dégoûter l'officier qui en a un petit peu marre à un moment donné, et qui permettrait peut-être de revenir ensuite à bord, et donc de pérenniser un emploi d'officier, mais qui aurait fait une petite pause. Est-ce que ce serait... C'est une excellente idée. Ça me ramène à quelques années, en 2013, quand Arnaud Leroy avait son rapport sur les services de transport maritime, aidé dans cette mission par Georges Touré et Martine Bonny. J'étais à l'époque conseiller du ministre du Transport. C'est le même moment que j'avais reçu ce rapport de la Cour des comptes. On avait parlé à l'époque de la notion d'emploi et de la notion d'emploi nautique, qui est capable de faire en sorte que le régime social puisse s'adapter pour amener, pardon de ce parallèle que les marins de la marine marchande n'aiment pas, mais un peu comme dans la marine nationale, à panacher les fonctions et les missions. Parce que un marin de la marine nationale, un jour il va être embarqué, il va faire ses 2 ans sur le Floréal, et puis il va revenir à l'état-major, et puis ensuite il va être sur un poste à terre sur une autre mission, plus le RH, ou je ne sais quoi, et puis il va revenir embarquer. Ça, cette possibilité donnée, mais non pas cet ordre et cette contrainte de mutation, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais cette possibilité donnée pour faire en sorte que on alterne des périodes d'été et des périodes en mer, est pas du tout inintéressante, dès lors que le régime social le permet. Oui, c'est ça. Parce que moi, je vais être franc et clair. À l'époque, il y avait quand même beaucoup de marines marchandes qui partaient faire PEM, parce qu'il y avait aussi le salaire. C'est-à-dire qu'ils perdaient, en fin de compte, un peu, mais par rapport au salaire de navigants, ils perdaient pas beaucoup. À l'heure actuelle, quelqu'un qui est navigant, même chef de quart, qui vient comme enseignant à l'ENSM, il perd quand même, je pense, la moitié de son... Peut-être pas la moitié, mais il perd quand même, je pense, pas mal de son salaire. Oui, la marche est beaucoup plus importante qu'avant. Un salaire, à l'heure actuelle, on va pas cacher, un salaire de chef de quart à l'heure actuelle, on est entre 2007 et 3000, quoi. C'est à peu près ça. Hein. Il y a un gars qui commence. Voilà. Et ça, c'est vrai que ça attirait. Faut pas se le cacher. C'était quelque chose qui... Et en plus, les gars, ils savaient qu'en faisant peine, ils faisaient toute leur carrière. C'est ça. Il y avait des perspectives d'évolution au sein même de l'école. Marin, parce que c'était militaire, certes, mais il restait marin quand même, quoi. Tout à fait. Et il y avait cette chose-là. Et je pense que le fait d'avoir la possibilité, peut-être pour certains, de venir comme navigant et Nîmes, il y a peut-être certains que ça pourrait intéresser. C'est un sujet qu'on est en train d'instruire. Il faut qu'on se rapproche de l'ENIM, mais évidemment de tutelle la DG en part. On a parlé beaucoup d'attractivité des métiers du corps professoral avant cette crise de la diplomation, d'un côté contractuel, 57
l'an dernier, et 12 qui sont arrivés plus récemment, c'est une des questions qui se posent, et je sais qu'il fait hésiter pas mal de personnes à franchir le pas. Je crois qu'il y a deux sujets assez différents. Il y a le fait d'intégrer l'école de manière définitive, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à un corps, voilà, devenir professeur, c'est une question qui se pose et sur laquelle j'ai pas aujourd'hui de réponse. La chaîne pédagogique de aussi nous amener à en prendre conscience, au regard d'ailleurs des départs et des arrivées. Hein. Je pense que la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences qu'on est en train d'analyser à l'école et qui était une obligation prévue dans le cadre du contrat d'objectif de performance doit nous aider à piloter ça. Et après, il y a la possibilité donnée de venir faire un passage à l'école, soit comme un vacataire, formateur, et puis repartir, ou alors on peut faire un passage un peu plus long par rapport au régime social. Ça, c'est une question qui se pose et qui va se poser de plus en plus sur des compétences spécifiques, puisque je veux dire, on a des compagnies qui font le choix du GNL aujourd'hui. Je ne sais pas dire actuellement quelle est la capacité du corps professoral à entraîner l'ensemble de la population des élèves vers cette compétence technologique. Donc, est-ce que ça doit être des vacataires, comme on disait tout à l'heure, qui viennent ponctuellement pour former à ça, dans un cycle de conférence, ou est-ce que c'est quelque chose de plus structuré dans le cadre du référentiel qui devra être intégré? Je sais pas dire aujourd'hui, j'ai pas la réponse, mais il faut qu'on l'ait rapidement pour proposer une formation qui soit en ligne avec cette ambition, cet impératif écologique. Moi, je pense qu'il faut les deux. Pourquoi? Je pense qu'il faut que les profs donnent les bases. Je prends le GNL, donne les bases du GNL, qui revient exactement nous notre formation. On a la base et l'avancée dans le GNL. La base, c'est tout ce qui est la dangerosité, les molécules, l'extraction, voilà. Et après, on a l'avancée, qui est plus comment, en fin de compte, les transferts, les bunkering, le maintien en température. Voilà. Ça, je pense que les professeurs peuvent le faire. C'est de la thermodynamique, voilà. Mais à côté, par contre, je pense qu'un intervenant de chez GTT ou un intervenant, lui, qui a fait du gaz pendant des années, de chez Gaz Océan par exemple, ou maintenant Brittany Ferry, ou alors CMA-CGM qui commence à avoir du GNL, je pense que là, lui, il aura d'autres choses que un professeur pourra pas emmener, mais par contre, il faut qu'il y ait cette base quand même. Parce que si le gars, il arrive, qu'il commence à envoyer son cours, pour lui, les acquis, ils sont là. S'il commence à envoyer et qu'en face, personne n'a les acquis de base, je pense qu'il y a un problème. Mais il faut cette complémentarité pour moi. Sans se priver d'une compétence qui pourrait exister en interne. Voilà. Je pensais que je dis que je doute de quelques réponses entre la base et l'avancée qu'on pourrait avoir, mais j'ai pas encore la réponse exacte sur l'ensemble de ces formations. C'est un très bon point d'illustration sur la base et l'avancée. Alors, en parlant d'attractivité, une solution aussi qui a été mise sur la table, c'était aussi d'ouvrir l'attractivité du maritime aux femmes. C'est vrai que c'est un métier qui est très majoritairement masculin historiquement. Maintenant, avec cette extrême domination masculine, il y a aussi eu quand même une égalité dans le traitement, puisqu'en fait, toutes les grilles de salaire, toutes les évolutions ont toujours été dictées par les mêmes règles, en voyant un officier et pas un homme ou une femme. Et aujourd'hui, effectivement, on s'est dit, pourquoi se priver de 50% de la population qui n'aurait pas envie de venir? Donc autant le féminiser. Et on a des retours d'élèves ou de jeunes officiers qui disent c'est bien gentil, mais on a peut-être aujourd'hui effectivement 30 ou 35% de filles à l'entrée, mais ça arrive rapidement à 15. Ouais. Alors, c'est très problématique. C'est très problématique parce que et d'autant que ces 15-là, la plupart du temps, c'est malheureusement fait son étude. Oui, c'est un fait. Mais à la fin, ça s'arrête très vite. C'est ça. Et ça, c'est vraiment dommage. Pour des questions liées, évidemment, c'est la maternité physiologique, ça on ne pourra pas le contredire. Il n'empêche qu'il est nécessaire, je crois, de pouvoir encourager l'entrée des femmes dans ce métier. La féminisation, elle est indispensable, comme dans tous les métiers qui étaient, entre guillemets, réservés aux hommes. La domination, c'est
amène un concept bourdieusien intéressant, doit être dépassé, et l'État, par le biais de l'État, ses opérateurs, doit pouvoir jouer ce rôle-là de manière indispensable. Alors ça passe par des mesures liées à l'attractivité. Les métiers de la mer sont faits pour vous, mesdemoiselles, mesdames, si vous nous regardez, évidemment, c'est le premier niveau. Et ensuite, il y a des choses à adapter. Je disais aussi tout à l'heure, la possibilité de panacher sur les embarquements, de revenir sur un certain nombre d'attitudes, pas au sens réglementaire, mais de capacité à embarquer ou de possibilité d'embarquer données. Et clairement, il y a un énorme boulot à faire là-dessus, mais on est sur la bonne voie. Puis j'en profite parce qu'on est, je sais pas quand sera diffusée l'émission, mais on est le 25 novembre et c'est la journée internationale de la violence contre la violence faite aux femmes. Il y a un plan très ambitieux au sein de l'école qui a été acté l'an dernier, ou enfin en début d'année, sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, par ma prédécesseur, et je pense que l'école peut en remercier, ainsi que toute l'équipe qui s'en est occupée. C'est un sujet qui nous concerne, et dans le cadre duquel on préserve une ambition qui est maximale, c'est-à-dire que il ne s'agit pas de revenir sur les champs de marins et les traditions qui peuvent exister, mais de les encadrer un minimum pour faire en sorte qu'on ne soit pas sur une vision de la marine du 19e siècle ou avant cela, mais qu'on soit plutôt vers une marine moderne dans laquelle hommes et femmes ont leur rôle à jouer et leur place. À ce titre-là, on a des formations qui doivent être dispensées par différentes structures intérieures, et je profite pour le dire, on est en train de retrouver des solutions. On a eu quelques difficultés avec la formation, différentes formations qui ont été dispensées à Nantes et à Saint-Malo. On est en train de retrouver une solution, étant entendu que le militantisme n'a aucune place dans cette sphère pédagogique. Oui. Qu'il ne s'agit pas de victimiser qui que ce soit, mais bien de donner aujourd'hui le cap d'une marine marchande qui évolue, dans laquelle on peut pas tolérer les actes qui sont d'ailleurs répréhensibles. Alors sexistes, qui sont répréhensibles au nom des codes pénals. Bien sûr, complètement. Il est absolument intolérable de les tolérer. Il n'y a pas d'endogamie qui tienne, il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas de machin, c'est impossible. En revanche, nous, on doit participer à cette sensibilisation forte et faire des rappels réguliers. Donc, ces formations, elles sont absolument indispensables, et sous une sphère qui soit pédagogique et non militante, puisque c'est l'école qui s'occupe de dispenser tout ça. Alors, tu parlais justement de femmes qui arrêtaient certainement plus tôt. On a aussi des contre-exemples dans notre entourage personnel, que ce soit de Guillaume ou de moi. On a pas mal de personnes différentes qui, au-delà de la maternité, sont toujours à bord. Alors déjà, quand on parlait tout à l'heure de l'enseignement maritime, savoir que ce soit un enseignement maritime ou sur une compagnie maritime, qu'on va pouvoir faire peut-être une césure d'1 an ou 2, peut-être pour rester à la maison, qu'on soit un homme ou une femme, pour une maternité ou une paternité, ça peut déjà être une ouverture de l'esprit, mais savoir qu'on peut en plus naviguer plus longtemps, c'est peut-être aussi... Mais moi, quand tu m'avais présenté le truc, tu m'avais parlé de parité. Et puis j'ai entendu aussi, également, sur les bords, on a entendu à un moment... et sur LinkedIn aussi, les mots parité dans les hydros et choses comme ça. Moi, parité, c'est quelque chose c'est les quotas. On rentre dans un quota, ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est, moi, que je conçois pas. Je conçois pas qu'on dise, il y aura tant de filles et tant de gars. Non. Ce qu'on veut, c'est donner la chance aux filles, mais ça, moi, je suis désolé, mais on l'a toujours fait dans les hydros. Dans les hydros, il y a des filles, elles ont toujours eu la chance de pouvoir rentrer. C'était un concours, à l'époque. Donc, de toute manière, il n'y avait pas de distinguo entre filles et garçons. Concours, il n'y a pas de distinguo. C'est les meilleurs qui rentrent. Voilà. Donc, de ce côté-là, c'est clair. Et puis après, on peut dire ce qu'on veut, mais dans la marine marchande, comme tu le disais, les salaires sont fixés. Ça veut dire qu'il n'y a pas ce distinguo, tu es une femme, donc on te paye moins. On peut pas mettre la personne dans un bureau à côté, puisque de toute manière, on bosse tous au même endroit. Donc, de ce côté-là, je pense que cette égalité, parce que je préfère le terme égalité, il existe. Par contre, là où il y a un souci, il faut reconnaître, c'est le sexisme
qui existe malheureusement encore, et ce côté graveleux des fois qui déplaît aux femmes, quoi. Voilà, ce côté machiste qu'il y a. Nous on a deux beaux exemples chez Brittany Ferries, c'est Christelle et Julie. Christelle qui est commandante, Julie qui est chef. J'ai appelé je savais que j'avais l'entretien là, donc j'ai appelé Christelle, et Christelle elle m'a dit moi, que des femmes viennent, je les encouragerais. Et c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, il faut qu'elles viennent. Moi, j'ai bien réussi, donc elles peuvent réussir. Mais par contre, il faut qu'elles soient conscientes qu'il y aura des moments où c'est difficile. Et il faut que les remarques, les commentaires sexistes vous glissent dessus. Et Christelle, elle me l'a dit comme ça. Elle m'a dit, moi, ça me glisse dessus. Et aux gars, je leur fais remarquer. Je leur dis, les gars, ça se fait pas. Voilà. Mais comme elle dit, moi, j'ai un fort caractère. Au fur et à mesure du temps, j'ai accepté ces remarques et je fais remarquer, maintenant que je suis commandant, ces remarques. Mais elle me dit que quand tu es chef de quart, quand tu rentres comme élève, c'est plus compliqué d'aller dire « Ah ouais, mais ça, c'est… » Et c'est là où nous, je pense que, déjà, il y a pas mal d'anciens qui sont partis, qui étaient un peu bourrus. Je pense que dans les nouvelles générations, on est quand même moins bourrus. Et puis, il y a eu une prise de conscience. Il y a eu une évolution, faut être clair. Voilà. Même si moi, j'avoue que des femmes, ça fait quand même toujours un peu peur à bord. Ça porte l'air. Non, je rigole. Voilà. Mais ces choses-là, par exemple, ça a disparu. Non, mais ça a disparu. Mais c'était des choses, quand moi je suis arrivé, qu'on entendait. Oui. Voilà. Mais ça existe vraiment. Les mecs, ils vous disaient ça comme ça. Et avec du recul maintenant, on se dit, waouh, c'était énorme. Voilà. C'était énorme, mais c'est des pionniers. Enfin, moi, j'ai l'histoire c'est Muriel Méronneau qui m'a raconté cette histoire d'une jeune femme à l'époque chez SIS France, qui est l'arrivée du patron de la SNCF, qui était encore actionnaire de SIS France, à la passerelle, dit la passerelle c'est un lieu silencieux, j'exige le silence. Et elle avait à peine 20 ans. Et c'est Marie-Charlotte Bourdin. Je pense que dire ça à Louis Gallois quand on a 20 ans, c'est déjà quelque chose. Mais en fait, c'est pas un homme ou une femme, ça. Non, c'est un officier. C'est un officier. C'est ça. Qui a le courage de le faire. Et je pense que les grands événements, les grands hommes et les grandes femmes, je veux dire, Guillaume comme moi, comme toi, on a eu des moments difficiles dans nos vies professionnelles, avec des trucs qui là aussi devenus difficiles. C'est ça. Ben, moi, mon concept d'égalité, que je promeus évidemment, j'y ajoute l'équité. Je pense que l'équité, en complément, c'est créer les conditions de l'égalité. Et donc nous, en tant qu'école, on doit être capable de créer ces conditions de l'égalité parce que pour les femmes, c'est vrai, c'est plus difficile d'être de la marine marchande. Et donc il faut être capable d'apporter cette petite sécurité, cette grande sécurité complémentaire et faire en sorte effectivement que ça glisse. Voilà. Et que Christelle, Julie, soient capables d'avoir la même vision que nous, de dénoncer un certain nombre d'actes. C'est-à-dire que le commentaire graveux, qui est au-delà de la petite blague un peu lourdingue, ce soit immédiatement sanctionné. Et ça, les compagnies maritimes, ils sont très sensibles. Donc, et là aussi, les mentalités sont en train de changer, grâce aussi aux juges, grâce aux associations, grâce à tout le monde qui joue son rôle. Mais la méthode forte qui viserait à annuler toutes les traditions, les chants de marins, ne marchera jamais. C'est-à-dire que c'est pas le système que nous promouvons. En fait, ça s'appelle une démocratie. Hein. On est dans une démocratie, donc la démocratie, pour la changer, il faut du temps. Il y a des lois à passer. Ces lois, elles ont permis l'évolution aussi des mentalités. Les juges l'ont permis. Et cet équilibre-là, c'est un équilibre qui n'est pas complètement satisfaisant, mais dans lequel on doit s'inscrire, secteur privé et secteur public, structure et individu, pour permettre de faire évoluer les choses. Et par contre, il ne faut pas oublier qu'on bosse à l'international et que, en fin de compte, peut-être que si chez nous, ce côté sexiste, machiste disparaît, il existe encore, malheureusement, des endroits où il est quand même encore assez présent, quoi. Voilà. Et c'est ça aussi. Ça veut dire que quand vous naviguez sur certaines compagnies, où vous allez dans des pays, certains pays internationaux, eh ben, il se peut que vous ayez des remarques. Et ça, c'est pas non plus évident, quoi. Voilà. L'exemple flagrant, c'est Christelle qui arrive en Pologne. Le pilote monte à la passerelle. Et là, il y a le second qui est là, et le pilote regarde le second, il dit « Comment n'est pas là ?» C'était Erwan. Et Erwan dit « Si, le commandant est là. » « Ah, c'est une femme ?» Et il dit « Oui. »
Ah, vous acceptez les ordres venant d'une femme, c'est énorme. Pour nous, là, c'est énorme. Voilà, c'est d'une inacceptable, de deux, en France, ça doit pas. Ça se fait plus. Mais ce que je veux dire, c'est. Il y a d'autres types de discrimination qui se font en France. Aussi. Moi, j'ai été victime de ça. Je me souviens d'avoir accueilli des homologues dans le domaine de la construction navale qui était un Chinois. Et ce Chinois a passé son temps à regarder la personne qui était à côté de moi, qui était pas le directeur de la structure, mais tout simplement parce que la personne avait de quoi mon âge. Enfin, c'est pas hyper sympa, mais je parlais des trucs qui glissent, mais c'est pareil. Et ça, je pense que l'école a son rôle à jouer là-dedans. Exactement. Voilà, donc il faut les aider à faire en sorte que, j'aime bien cette image, mais à avoir cette carapace. Il faut se blinder. Mais dans tout, je veux dire, c'est la vie professionnelle, c'est la vie. Dans la vie professionnelle, il y a vie. Dans la vie, il y a des moments difficiles. La vie, c'est parfois difficile. Donc, on n'arrive pas dans le milieu des bisounours où il n'y a aucune intention malheureuse de tel ou tel chef de je sais pas quelle compagnie du bout du monde. Non, on est conscient de ces dangers. Il faut en être conscient. Et nous, on est chargé dans la formation qu'on dispense de pouvoir protéger les hommes et les femmes qui participent à ces formations. Et sinon, on répond pas à notre mission. Voilà. C'est l'évolution des mentalités, ça se fera dans le temps. Dernier sujet qui a été annoncé aux assises, c'est la diplomation au niveau officier dans les lycées sur les BTS. Alors, on a quand même aujourd'hui une formation d'officier dispensée dans les ENSM. C'est très, très clair, hein, si on veut faire officier, on doit passer par le NSM. Et on a des retours de gens qui se disent comment ça se fait qu'on ait en fait une diplomation à deux niveaux? Pourquoi on pourrait avoir ce diplôme au lycée alors qu'on est obligé de faire une école supérieure pour l'avoir de manière pleine et entière? Alors, est-ce qu'on n'est pas en train de faire deux niveaux, ou est-ce que ça s'adresse à des publics différents? Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Moi, j'ai demandé des précisions sur ce qui avait été indiqué, puisque les BTS, il y en a différents types. Je pense pas que les BTS pêche et environnement soient concernés par l'obtention d'un titre d'officier, ou alors je connais pas le référentiel en question. Je pense que ça ciblait l'initiative qui a été portée à Nantes par le directeur du lycée Cassard, Alban Salmon, qui fait un travail super pour répondre à la demande d'officiers monovalents. Donc, moi, j'en pense pas grand-chose à ce stade. Je demande juste des précisions sur cette possibilité. Dans les référentiels, je sais que si ça a été annoncé et préparé par Alban et par son équipe, je sais que ça se passe bien. Et deux, la complémentarité qu'on doit assurer et assumer avec le NSM qui était jusqu'au 8 novembre la seule formation, le seul établissement à dispenser des formations d'officiers en formation initiale. Donc voilà, il y a une complémentarité à trouver. Moi, je suis de toute façon très favorable à ce qu'on puisse mieux travailler avec les lycées professionnels maritimes. On a d'excellents exemples qui ont été qui sont issus du lycée professionnel maritime. Ça parle de profession sociale, ça évoque des passerelles, des chaînons manquants qu'on peut avoir à l'échelle de l'éducation nationale aujourd'hui. Et quelqu'un qui se retrouve pas complètement par hasard dans le lycée professionnel maritime et qui arrive ensuite dans un BTS, pas complètement par hasard non plus, et qui à un moment passe à l'EMSEM, pas complètement par hasard non plus, ça c'est vraiment la réussite de notre modèle et la complémentarité des différentes formations qui existent. Donc je crois qu'il faut là-dessus, dans une dimension un peu plus prospective, la travailler et renforcer notre agrégation, non pas sous l'égide de l'ENSM, mais sous l'égide d'une grande équipe de la formation maritime en France, de toutes ces formations. Donc ne pas avoir peur d'une double diplomation, mais plutôt attendre un petit peu de savoir exactement de quoi il retourne et comment ce sera proposé. Moi, la promotion sociale, pour moi, ça fait partie intégrante de la marine marchande. C'est un truc Bien qui sûr. a toujours existé. Par contre, il faut qu'elle soit égale. Tout à fait. C'est un truc qui doit être primordial et juste. Égal et juste. Égal, parce que j'estime que le gars, comme certains disent, et ça, j'aime pas trop, moi, mais il est passé par la filière royale, voilà, et il a un certain niveau, un certain diplôme, et le gars qui va passer par la filière qui est pas royale, et j'aime pas ces termes-là, mais voilà, et c'est ce que certains utilisent, il doit avoir le même niveau. Je m'explique. Un mec qui conduit pendant 10 ans un tracteur, voilà,
on lui file pas le permis de voiture comme ça. Le permis de voiture, pour l'avoir, ben, il doit aller passer un examen. Voilà. Pourquoi il passe cet examen? Pas pour l'emmerder, hein. C'est pas ça. C'est que cet examen, ça permet de savoir, ça lui permet d'avoir un certain niveau, qu'on soit sûr qu'il ait acquis le référentiel, que le référentiel soit acquis, mais ça lui permet aussi de pouvoir prendre une assurance, d'acheter normalement une voiture, voilà. Et ça, c'est important. Parce que on peut pas, par le biais ou parce que c'est des BTS, je dis n'importe quoi, mais il faut qu'on leur file entre guillemets le diplôme d'officier. Non, ça se passe pas comme ça et ça s'est pas passé comme ça dans la marine marchande. Il y a besoin quand même d'avoir un référentiel. C'est lui qui à la passerelle va être de quart. Il doit avoir exactement les mêmes compétences que son collègue. Il doit parler anglais comme son collègue. Ça veut dire qu'il doit avoir les mêmes compétences, avoir passé le TOEIC et avoir le même niveau en TOEIC. Voilà. Et c'est à ce niveau-là, mais c'est aussi au niveau quand il va devenir commandant ou chef. Moi, commandant ou chef, moi, pénalement, on peut m'attaquer, pénalement. Voilà. Mais j'ai eu la formation. J'ai eu les formations sur les envahissements, sur la stable, sur le droit maritime. Et c'est grâce à ces formations, à ce référentiel, que je peux maintenant, en fin de compte, prendre des décisions, que je peux aussi être attaqué. Oui. Voilà. C'est parce que j'ai cette formation. Si le gars, il n'a pas cette formation, on va attaquer quelqu'un qui n'a pas cette formation. On va dire, bah oui, mais lui, il l'a pas. Et pourquoi il l'a pas? Et moi, ce qui me gêne un petit peu, depuis avant, on avait l'OM3. L'OM3, vous faisiez votre OM3, temps de navigation, vous passiez C2. Vous faisiez vos années de C2 avec les C2, hein, il n'y avait pas une entité à côté, hein, vous étiez avec les C2, et vous auriez pu arrêter C2. Mais certains continuaient. Et il y avait une passerelle. Ça veut dire que vous partiez faire une 4e année, une passerelle, et après, vous n'aviez pas un cours particulier pour faire la 5e année, c'est que les gars allaient en 5e année avec les 5e années, et à la fin, ils avaient leur diplôme de le DSMM. Voilà. Et moi, je me souviens de mecs mais qui étaient hyper fiers d'avoir fait ça. Alors oui, ça peut paraître long, ça peut paraître fastidieux, mais c'était la promotion sociale. Et les gars, ils étaient fiers parce qu'ils avaient exactement le même diplôme. Tout à fait. Et ils avaient été sur les mêmes bancs que leurs copains. Alors des fois, les mecs, ils avaient 35 ans ou 40 ans, genre Jean-Marc, qui était chef chez nous, qui s'est retrouvé en C2 ou en C1, je me souviens plus, mais avec des jeunes qui leur disaient non, ça se passe pas comme ça. Et c'est ça aussi la pluralité, c'est ce qui emmène aussi c'est des connaissances et tout. Mais par contre, quand ils sortaient, ils étaient égaux. Moi, ce que je trouve un peu à l'heure actuelle compliqué, c'est si on prend toutes les formations que fait le MSM, la marine marchande, si on prend toutes les passerelles, c'est un imbroglio, mais c'est un truc de fou, quoi. Sans déconner. Voilà. Je sais pas, c'est complexe. C'est complexe, hein. C'est complexe. Voilà. Et il y a des passerelles comme ci et passerelles comme ça. Intellectuellement, c'est moins clair que ce que ça pouvait être par le passé. Je suis pas sûr que tout le monde arrivait à un même diplôme et le même niveau. Et c'est ça qui me dérange. Moi, je suis assez d'accord avec cette analyse. Et je sais pas si c'est lié à la complexité de ces formations et de leur interaction, mais effectivement, notre système de base, c'est un peu ce que j'indiquais tout à l'heure sur les référentiels et sur l'activité pédagogique. Notre premier niveau, c'est d'être capable de former tout le monde au même niveau. C'est ça le sujet. Donc à la fin du même diplôme, ils ont tous le même niveau. Et puis après, il y a des passerelles pour y parvenir, en lien avec la promotion sociale, c'est vrai, mais aussi avec les gens qui ont d'autres envies. Oui, mais il y a rien de répréhensible à vouloir faire une formation en 3 ans et être au CQPI plutôt que de faire le DESM. C'est pas uniquement une question de niveau intellectuel, c'est une question de volonté plus opérationnelle, de passer par d'autres types de métiers. J'en suis convaincu, il faut les encourager à ça. Mais c'est bien pris sur ce que vous dites, sur la complexité dans la lisibilité des parcours, ce qui n'est pas propre à l'ENSEM, mais ce qui n'est pas complètement rassurant non plus pour nos officiers et pour le monde maritime en général. Donc gros boulot à mener dans ce sens. Parce que vous parlez des officiers de quart international, CQPI, c'est ça. Moi, je vais donner un exemple. Voilà, on a eu des jeunes officiers de quart international. Normalement, dans leur formation, il était prévu 45% de cours en anglais. Ben,
vu le gars, quand il est arrivé à bord, quand il parlait anglais, je pense pas qu'il avait 45% de cours en anglais. Moi, c'est faut être clair. Je veux dire, moi, c'est ma matière noire, je vais pas me cacher, les gars, ils doivent rigoler derrière de m'entendre parler d'anglais. Mais moi, c'est ma matière noire, ça l'était, le reste, pas de souci. Mais quand je suis pas excellent, mais quand je vois certains jeunes qu'on a à bord qui arrivent, alors que normalement, ils doivent avoir un certain niveau en TOEIC, c'est pas possible. Faut être clair, c'est pas possible. Et c'est pas normal. Oui. Au jour d'aujourd'hui, d'avoir des chefs de car qui sortent de la promotion sociale ou qui sortent de l'ESM sans niveau d'anglais, c'est pas normal. Oui. Ouais. Ben, merci beaucoup, messieurs, d'être venus à ce rendez-vous. J'espère qu'on a quand même avancé un petit peu sur le sujet. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut améliorer, il y a des choses qui ont été très bien expliquées. Merci vraiment beaucoup à vous deux. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, ben, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Au revoir. Thanks, William.